Bonjour et bienvenue pour la table ronde autour de l'épisode 5. Nous sommes actuellement au Maïf Social Club, un lieu culturel qui accueille des expositions autour de différents sujets de société. C'est parti pour la table ronde autour de l'épisode 5, magique, ludique, cosmique. Nous sommes avec Zoé Eijarter, designer et fondatrice des Causeuses électroniques. Zoé, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Oui, donc je suis effectivement designer et la particularité, c'est que je m'intéresse au langage et entre autres au langage qui peut avoir lieu entre un humain et une machine. Bonjour Muriel, tu es designer et fondatrice de Ovahome. Je te laisse nous dire quelques mots de plus. Oui, alors donc Ovahome, c'est un projet à la base artistique pour essayer d'explorer les capacités du numérique et allier à la musique pour développer le langage et l'écoute chez les enfants. Et puisque nous sommes au sein de l'exposition Trop Classe, nous avons invité l'artiste Philippe Villas-Boas pour nous parler de son œuvre The Punishment et également de tout son travail autour des communs et du numérique pour l'éducation. Philippe, je te laisse te présenter en quelques mots. Oui. Je m'appelle Philippe Villas-Boas, je suis artiste et je m'intéresse dans ma pratique au numérique en général, en tant qu'espace public bis. Et je m'intéresse aux usages qu'on a du numérique en général et à ses implications sociales, politiques, psychologiques, que j'aime bien résumer sous ces aspects éthiques et esthétiques. Et j'englobe dans l'éthique à la fois les aspects critiques que je développe notamment ici avec la punition, et les aspects esthétiques où j'explore plutôt l'usage du numérique comme une ressource dans ma pratique. Super, on va découvrir ton œuvre. Je vais vous montrer ça. Alors ici on est devant The Punishment, la punition en français, qui est une installation robotique, qui est un petit théâtre machinique comme ça, qui met en scène un vieux mythe, qui est le mythe de la créature qui échappe au créateur. C'est une installation que j'ai créée un peu excédée par ce chiffon rouge qu'on agite en général autour de la robotique, de l'intelligence artificielle et notamment du numérique. Et on nous parle essentiellement de ces aspects-là comme un certain danger. Donc on active essentiellement l'émotion de la peur autour de ces questions. Et moi, ça m'énervait beaucoup qu'on aborde ça par uniquement la peur, puisque la peur a tendance à nous paralyser, alors qu'il y a 1000 questions en fait, auxquelles tenter de répondre aujourd'hui autour du numérique, notamment la place de l'automatisation en général, à quel point on souhaite s'automatiser nous en tant qu'êtres humains, est-ce que justement les questions d'éducation, les questions de pédagogie ne sont pas d'une certaine façon à mettre à jour avec, je ne parle pas de robotique, mais du numérique en général. Et puis pour moi, il y a plein d'autres questions liées au contrat social qui m'intéressent. Et puis je suis assez amusé de l'exposer ici, dans une exposition sur les nouvelles pédagogies, puisque bien sûr, là, on met en scène la non-pédagogie pure, c'est-à-dire la punition, la répétition bête et méchante, mais qui, d'une certaine façon, est aussi une façon de raconter une typologie de ce qu'est le numérique, c'est-à-dire l'écriture automatique, comme le disait Bernard Stiegler. Et on parle beaucoup des écrans dans le numérique, mais c'est important peut-être de requalifier ce qu'on met derrière ce numérique. Et je trouve que l'écriture automatique, comme le disait M. Stiegler, c'est une bonne façon peut-être de recadrer le débat et d'aborder d'autres formes en fait, d'usage de ce numérique, notamment en pédagogie. Comme nous avons la chance d'avoir une super communauté autour de ce MOOC et plus de 4500 inscrits à ce jour, nous leur avons demandé de vous poser des questions un peu en amont. Et nous avons reçu beaucoup de questions très intéressantes et on en a sélectionné du coup quelques-unes à vous poser aujourd'hui. Et on va commencer par toi, Philippe. Selon toi, comment peut-on placer dès la petite enfance le numérique au milieu et au service de l'humain et non l'inverse ? Question très intéressante forcément qui m'amène à poursuivre un petit peu ce que je racontais autour de la punition. D'abord, j'ai envie de dire qu'il faudrait décadrer un petit peu et préciser ce qu'on met derrière ce mot numérique. Surtout quand on l'applique à une volonté d'apprentissage. Il y a pour moi d'abord peut-être le besoin de sortir uniquement de ce débat
liées aux écrans, puisque c'est oui une forme du numérique, mais le numérique, il existe aujourd'hui en tant que dispositif social, d'interaction, de collaboration. Et ça, c'est peut-être ce qui révolutionne le plus même, je dirais, à la fois la pédagogie, l'éducation, mais le travail en général. Donc loin des questions des écrans qui sont intéressantes aussi, mais qui voilà, se concentrent uniquement sur un objet que prend, une forme que prend le numérique aujourd'hui. Et ensuite, il faudrait préciser, c'est-à-dire que derrière le numérique, en termes de pédagogie, à quoi ça peut nous servir pour l'accès au savoir, pour améliorer le savoir-faire, et la dernière question, c'est le savoir-être. Et je m'arrêterai juste là-dessus avant de passer la parole. Sur le savoir-être, on est nous-mêmes, en tant qu'adultes, j'ai l'impression, à l'âge de la petite enfance, justement, à l'âge de l'appropriation, à l'âge de l'acculturation de ces outils numériques. Et on a grand mal, et c'est bien normal, puisqu'on n'a que depuis très peu de temps ce nouveau jouet, ce nouveau hochet entre les mains. Donc on a bien du mal, finalement, à gérer, en tant qu'adulte, ce temps. Donc encore plus de mal, finalement, à transmettre ce savoir-être. C'est très intéressant et je vais laisser Lisa poser la question suivante, mais c'est vrai que la relation, en tout cas, du parent ou de la personne qui prend soin du tout petit, sa relation aux technologies numériques est extrêmement importante et à prendre en compte quand on parle du numérique et de la petite enfance. Lisa, je te laisse enchaîner. Merci Marion. Est-ce qu'avant de passer à la question suivante, Zoé, Muriel, vous aviez des choses que vous vouliez rajouter par rapport à l'intervention de Philippe ou... Sinon, je continue, puisqu'on va rester à peu près dans le même thème. Donc, on a une autre question d'un ou d'une de nos participantes, qui est de savoir, selon vous, à partir de quel âge est-ce qu'on pourrait ouvrir l'enfant à la culture numérique et quel est l'objectif de faire ça et avec quels moyens ? Oui. Je sais pas. Je dirais qu'il n'y a pas d'âge en fait finalement parce que le numérique fait partie de notre vie. Mais comme le disait Philippe, je pense que ça dépend de la forme. Là, on est vraiment au début où on résume le numérique bien souvent à l'écran. Pas si loin finalement de la télévision, alors que ça peut être beaucoup plus. Et voilà, tout dépend aussi comment. Le numérique, c'est assez vaste en fait. Il y a à la fois l'outil, enfin l'interface. Donc c'est un écran, ça peut être des capteurs. Enfin nous, on fait des objets, Philippe fait des robots. Ça peut prendre plein de formes et je pense que ces interfaces sont vraiment à explorer. Et après, il y a le programme derrière aussi, les données qu'elle en prend en entrée et ce qu'elle en fait en sortie. Donc, est-ce que c'est vraiment interactif avec l'enfant ? Donc voilà, donc il y a d'une part, ça reste un outil, donc là c'est plutôt vraiment à l'humain de s'en saisir et de voir ce qu'on peut faire avec, et ça ne doit pas remplacer une relation. Finalement, c'est toujours les mêmes... ça a l'air assez simple, en fait, finalement, les choses pour que le numérique soit intéressant pour l'humain et pour l'enfant. Enfin, après, voilà, c'est autre chose. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas d'âge, si ce n'est que le numérique actuel, sous forme d'écran, de tablettes, voilà, et d'applications, ne sont pas toujours bien pensés pour le développement de l'humain, pour être au service de l'humain. Et il y a un côté qui peut être vraiment très addictif et avec une volonté de voir remplacer des expériences du quotidien. Donc, en tant que parent, en tout cas, moi, c'est de ça dont je me suis plus méfiée et dont je me méfie toujours. Voilà. Pour compléter ce que tu dis, en fait, j'ai l'impression que, comme tu le disais, le numérique, il est là, il fait partie de notre environnement. Et du coup, comme n'importe quel élément de notre environnement, le sable sur la plage, les voitures dans la rue, il faut tout simplement, tu disais ouvrir au numérique, il faut expliquer. Et ce qui est difficile pour reboucler ce que disait Philippe, c'est comment expliquer. Souvent, on manque de mots, on a l'impression que c'est trop technique, qu'on n'a pas soi-même, en tant qu'adulte, suffisamment compris pour pouvoir faire cette passerelle vers les enfants, en fait. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a ce double enjeu d'accompagner l'enfant, mais pour ça, d'équiper théoriquement, au niveau du langage, intellectuellement, les adultes. Donc, n'oublions pas les adultes. Sur les adultes, si je peux compléter, moi j'ai l'impression souvent qu'on est au début de cette
on est en train de faire le premier pas, quoi. Déjà en tant qu'espèce avec ce nouvel outil, qui est vraiment protéiforme, on l'a déjà dit, mais et du coup, en faisant ce premier pas, on est, pour le décrire vraiment au millimètre, on est en train d'être déséquilibré par ce nouvel outil. Et en tant qu'adulte, on est en train d'à peine réceptionner ce déséquilibre pour réaliser ce premier pas. Toute la difficulté en fait de passer le relais à la petite enfance sur ces questions-là aujourd'hui réside dans cette réception en cours, dans cette acculturation qui se fait aujourd'hui déjà chez les adultes, avec les difficultés qui vont avec, puisque le design en général du numérique aujourd'hui est produit dans une volonté finalement de captation d'attention. Or, on a besoin, dans le cadre de la pédagogie, de justement développer ces capacités cognitives et justement de ne pas se focaliser spécifiquement sur un outil en particulier, mais plutôt de développer une connaissance, un attrait, une intelligence, une ouverture, une curiosité en général. Et du coup, ce qui fait aujourd'hui support en fait, d'apprentissage, en fait, peut d'un côté être un accès à une bibliothèque formidable. Moi, je vois des enfants qui, comme nous finalement, plus tardivement, se sont formés un petit peu tout seuls en explorant tout le sujet qui les intéresse grâce à des grandes plateformes de diffusion de vidéos ou des réseaux de ce type. Mais c'est vrai qu'en même temps, on a envie de déconstruire l'outil qu'on nous met entre les mains pour, comme tu le disais, aller vers l'usage de cette écriture automatique, de ces algorithmes, de ces capteurs qui sont des moteurs de ce numérique, mais qui peuvent être utilisés de milliards de façons différentes pour aborder l'astronomie, pour aborder le langage, pour aborder l'écriture. Et c'est ça qu'on a envie de voir développer aujourd'hui, j'ai l'impression. Je rebondis aussi sur la question que posait Zoé, c'est comment on explique en fait ce qu'il y a derrière. Et on a justement une question à ce propos, Zoé, à te poser, mais peut-être que Philippe et Muriel pourront réenchérir. S'agit-il de donner une idée aux enfants du fonctionnement d'un ordinateur lorsqu'on parle de culture numérique? Les applications numériques sont nombreuses. L'action d'enregistrer la voix des enfants et de l'écouter depuis un ordinateur fait-il partie en fait de l'apprentissage du numérique? Alors toi qui t'intéresses aux interfaces conversationnelles, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Merci. Alors c'est vrai que les interfaces conversationnelles, c'est un petit peu un point limite aujourd'hui par rapport à ce qui était jusqu'à maintenant un ordinateur. On avait compris, c'était un gros boîtier en plastique avec plein de matériel électronique dedans. Et quand je tapais sur un clavier, il y avait une interface graphique qui m'affichait du contenu. Là, avec les interfaces conversationnelles, on arrive à un endroit de l'interaction qui est particulièrement humanisé, puisqu'on a un programme qui est entraîné pour pouvoir comprendre, avec des gros guillemets, en tout cas transcrire et analyser ce que je vais dire à voix haute et me répondre avec une voix de synthèse. Et donc du coup, la limite entre l'artificiel et l'humain se déplace. Et pour moi, ça rajoute un enjeu, au fait de un petit peu sortir d'une pensée magique et essayer d'expliquer qu'est-ce qui fait que ce robot est capable de me répondre. Et une des façons de faire ça, c'est de faire comprendre, parfois ça peut être vraiment avec des moyens très simples, et comprendre, c'est pas forcément expliquer dans un sens scolaire, c'est vraiment faire vivre des expériences qui permettent d'expérimenter le fait que nos paroles deviennent des données. Et du coup, pour moi, un des enjeux généraux, transversal au numérique, c'est vraiment cette question de la donnée. Et donc, expliquer, commencer par le début, comment est-ce que ma voix devient une donnée? Sous quelle forme? Est-ce que c'est du son? Est-ce que c'est du texte? Qu'est-ce qui fait que ces mots alignés les uns à côté des autres, ils forment une phrase qui a peut-être un sens, qui ont peut-être un sens pour ce logiciel? Et qu'est-ce qui fait que la réponse, parfois, elle est à côté de la plaque? Pourquoi est-ce que l'assistant vocal, parfois, il me dit n'importe quoi, etc. Donc, c'est vraiment refaire le chemin de la donnée, en partant de l'enfant et en revenant vers lui, en étant passé par l'assistant vocal ou un logiciel, etc. Donc pour moi, c'est essentiel parce que plus la machine ressemble à l'humain, plus on va avoir peur et en même temps, moins on va comprendre comment elle fonctionne. Et une partie de mon travail, mais je pense que c'est ce que font aussi Philippe et Muriel, c'est de
d'arrêter de vouloir séparer la technique de l'humain en fait. Ces logiciels, ces systèmes, ils fonctionnent parce qu'il y a des humains derrière qui les entraînent, qui les fabriquent, qui ont qui ont observé pendant des années de recherche les comportements linguistiques, etc. et qui ont injecté ces connaissances dans des systèmes techniques. Donc du coup, je pense qu'un des enjeux, c'est d'essayer de remêler, de refaire apparaître les liens intimes, historiques qu'il y a entre ces deux réalités. Ils ne sont pas du tout opposés en fait. Et donc voilà, dès que c'est humanisé, on touche au cœur de ce sujet-là. Je continue avec nos questions. Donc on parle aujourd'hui et dans le MOOC beaucoup de numérique et plus particulièrement de numérique pour la petite enfance. Mais on a une question souvent qui émerge, c'est de savoir pourquoi en fait utiliser du numérique dans nos vies de manière générale et pourquoi pour la petite enfance. Peut-être Muriel, tu peux nous donner l'exemple pour Ovaome. Comment toi t'en es venue personnellement à te dire que le numérique pourrait prendre place dans ton projet ? Alors effectivement, le numérique, c'est pas du tout une fin en soi, c'est un moyen qu'on a parmi d'autres. Et moi, le numérique, il m'intéressait dans le sens où il permet à l'enfant c'était pour faciliter la pratique musicale pour l'enfant. Donc l'objectif, c'est de permettre à l'enfant de développer son écoute par le biais de la musique instrumentale, parce qu'on a de nombreuses études qui montrent qu'il y a un impact sur l'apprentissage du langage. De formation artistique. Voilà. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant de pouvoir utiliser de l'art pour des compétences qui sont réputées plus fondamentales dans l'apprentissage ou à l'école du moins, et en passant par le jeu. Parce que le jeu, l'interaction, j'ai toujours pu constater, pareil, il y a beaucoup d'études qui montrent que c'est une interaction, c'est la modalité par laquelle apprend aussi l'humain, ou le petit animal, avec des jeux d'entraînement. En tout cas, les dispositifs de jeu, de serious game, il y a énormément de ramifications possibles. Et là, le numérique permet d'avoir à la fois d'avoir des interfaces qui permettent de générer du son complexe facilement, avec des interfaces chaudes. Donc, par exemple, on sort des boutons et des clics, des sliders. Là, on utilise le souffle. On a la pression, on a vraiment la modalité de la pression, toute la sensibilité de la pression de l'être humain, qui n'est pas forcément très utilisée, dont on n'a pas forcément beaucoup conscience. Et tout ça, ça permet aussi d'embarquer des gameplays, donc des modes de jeu. Tout ça permet la pratique intensive de la musique. Et donc, derrière tout ça, il y a aussi, pour moi, l'exploration du numérique sur la place de l'art, en fait, dans la vie des gens et dans l'apprentissage. Parce que moi, j'ai toujours considéré que ça apportait des choses de l'ordre du fondamental. Et souvent, c'est relégué à un loisir, et à seulement une source d'épanouissement. Mais en fait, c'est bien plus que ça, l'expérience artistique. Donc voilà pourquoi j'avais envie d'explorer le numérique pour cette raison. Justement, pour rebondir et ce rapport à l'art, Philippe, peut-être que ça fait écho aussi à ta pratique. Pourquoi on parle de culture numérique et ce terme en fait de culture qu'il y a derrière, avec justement aujourd'hui cette crise qu'on traverse et tous ces lieux culturels qui sont fermés, est-ce qu'on pourrait aussi un petit peu discuter de cette place fondamentale de l'art, de la culture dans notre développement et dans le développement aussi des plus petits Oui, c'est très juste. Je crois d'abord qu'il faut commencer par dire qu'on souffre tous de cette décision, qui est une décision politique. On a pu aller faire nos courses dans des grands bâtiments où on était très nombreux à toucher les mêmes produits sur des étalages. On n'a pas pu et on ne peut pas aujourd'hui se balader dans les musées, aller redécouvrir les artistes et les auteurs qu'on aime. Et c'était un choix qui fatalement a mis tout un pan de l'économie un petit peu beaucoup en danger. Et ça, c'est indéniable. Après, j'ai envie de dire que moi, j'ai envie de regarder cette crise sanitaire sur les aspects culturels aussi comme une opportunité, d'une certaine façon, de non plus regarder peut-être les musées, pour en parler
particulièrement de ce cas. Donc de ne plus les regarder comme simplement des murs, donc des contenants, mais plutôt comme des contenus, puisque malgré tout, j'ai peu vu des musées en France. Il y a malheureusement de rares exemples de musées qui ont profité de ce temps finalement de fermeture pour se réfléchir comme plutôt des contenus, des idées, des histoires à faire circuler, plutôt que comme des murs dans lesquels les décors doivent pénétrer. Donc c'est une réflexion qui m'intéresse beaucoup parce qu'elle rejoint la question des accès permis par le numérique. On a principalement parlé des excès. Moi j'aime bien jambe gauche, jambe droite, parler des deux. Et sur la question des accès, je trouve que ce temps-là de confinement et de fermeture aurait pu et pourrait amener une réflexion sur la circulation de ce que j'aime bien appeler de ces communs culturels. Et je trouve qu'on a quelques exemples comme ça en France, notamment à Rennes, le musée de Bretagne, ou à Toulouse encore, ou encore à Paris avec la réunion des musées de Paris qui met de temps en temps à disposition, par exemple de Wikimedia, certaines ressources 2D pour alimenter les données qu'on met en commun en ligne. Mais je trouve globalement que c'est un peu de la robinetterie de la donnée, quoi. C'est-à-dire que de ci, de là, on voit des gens effectivement réveillés sur le sujet des communs, en particulier culturels, et donc mettre à disposition, développer donc la licence libre en particulier. Et les musées pourraient profiter de ce moment finalement et c'est ce à quoi j'essaye de m'atteler au sein de mon association et d'associations autres avec laquelle je collabore, d'essayer de créer ce rouage qui manque aujourd'hui, c'est-à-dire que si les musées sont fermés, bien qu'on le déplore, on peut quand même travailler sur la question de la circulation de ces communs culturels et notamment développer la licence libre en ce qui concerne ce patrimoine qui techniquement nous appartient tous. Hein. On est tous propriétaires de la Joconde, j'ai envie de dire. Donc il faut s'en réjouir et il faut qu'on puisse y avoir accès, même quand le Louvre est fermé. Et je pense qu'il y a un travail vraiment collectif à faire là-dessus, à la fois sur la question du droit, parce que constitutionnellement ce sont des biens publics, mais il faut savoir qu'il y a un petit verrou tout bête qui donne la gestion commerciale de ces biens publics au musée. Et donc il y a là un petit hiatus comme ça juridique qui nous empêche de développer ces communs culturels, de mettre à disposition ces briques pédagogiques qui aujourd'hui, avec les enseignants, les étudiants à distance, pourraient tout à fait profiter de cet accès-là. Et pour moi, c'est le gros dossier de l'année dernière et de l'année, c'est vraiment ça. C'est comment on arrive à créer cette mise en commun, comment on fait en sorte que ce qui est du domaine public le soit aussi dans cet espace public bis qu'est le numérique. Et, parce que justement, on sent bien que là, les professeurs, les enseignants en particulier, se retrouvent avec une tâche un peu impossible à devoir tout faire simplement à travers les écrans. Donc ça me paraît compliqué. Il faut aussi leur venir en aide, bien que ça concerne les lieux culturels et on va dire le citoyen lambda qui a envie de se cultiver et qui est curieux et qui va chercher à développer sa connaissance en général. Oui, c'est intéressant et ça rebondit sur une question qu'on a reçue qui était ne faudrait-il pas commencer par former les enseignants et reçoivent-ils une formation au numérique que sait-on en fait des compétences des enseignants, des compétences numériques des enseignants? Et on avait eu d'ailleurs un commentaire qui nous disait qu'il existe aujourd'hui des enseignants référents aux usages du numérique et qui en fait ils sont capables de pouvoir informer, accompagner les enseignants dans leur pratique numérique. La question du sans écran est d'ailleurs travaillée
à l'école élémentaire, par exemple, à travers l'algorithme, fabriquer un collier en suivant un schéma donné et répétitif, ou encore le déplacement dans l'espace avant d'utiliser un robot type Bibot. Et aujourd'hui, on propose encore dans cet épisode notamment, on parle beaucoup de nouveaux dispositifs d'interface tangible. Et alors j'ai une question un peu plus pour peut-être Muriel, mais je pense que Zoé et Philippe vont pouvoir rebondir là-dessus, ce qui est sur cette question du tiers-lieu éducatif, en fait, de cette place aussi de ces lieux, tels que cette exposition aussi, trop classe, enfin, essayer de retransmettre, enfin, les valeurs en tout cas que cette exposition essayait de retransmettre, qui était vraiment cette question de comment on éduque aujourd'hui à l'heure du numérique, qu'est-ce qu'on apprend au final, qu'est-ce que les enfants ont besoin d'apprendre, et comment des lieux comme les Fab Labs, dont on va beaucoup parler dans cet épisode, et qui n'est pas un terme qui est très connu en fait du grand public, nous on le connaît parce que c'est notre communauté. Mais déjà, est-ce que Muriel, tu peux nous expliquer ce qu'est un Fab Lab peut-être, et puis comment tu as commencé dans un tiers-lieu toi aussi, la place du tiers-lieu dans ta vie, et puis peut-être Zoé, pourra rebondir aussi sur cette place du commun, des communs, de l'apprentissage des communs. Merci. J'ai un micro. Les Fab Labs. Alors, moi, j'ai commencé à la base, je suis designer, donc je me suis formée au code et à la programmation sur les forums. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de tiers-lieux et j'ai passé mon temps sur les forums. C'était un peu des tiers-lieux numériques, donc avec une idée fondamentale de partage de la connaissance. Et voilà, donc après, moi, quand j'ai eu l'idée de ce projet, je connaissais absolument rien en électronique, en fabrication, prototypage, voilà. Et donc, je suis allée dans un tiers-lieu où j'ai pu discuter avec des gens qui m'ont montré, ils m'ont appris à souder. Voilà. Et donc, c'est l'apprentissage, d'une part, un lieu où on se rencontre, où on apprend entre pairs. Et il y a aussi beaucoup la volonté de transmettre à plus grande échelle et donc de générer de la connaissance, que ce soit des tutos en ligne, des articles, documenter les essais, erreurs quand on fait quelque chose pour que ça puisse être repris par d'autres, qui puissent faire nourrir, enrichir encore le projet. Donc c'est important parce qu'en fait on a des lieux plus ou moins ouverts aussi quand on ne connaît pas bien un sujet. On ne peut pas aller tout de suite voir des gens très pointus dessus, il y a un problème de culture. C'est pour ça que tout le travail sur la culture numérique est important, parce qu'on a tous nos bulles, un petit peu de connaissances. Puis on peut se parler un peu à la limite avant de s'interconnecter et d'aller plus loin dans une direction ou l'autre. Et c'est ça qui fait la richesse aussi. Les expériences de chacun font qu'on va prendre un sujet et l'imaginer sous un angle ou sous l'autre. Et donc moi, avec ce projet qui était complètement bizarre, en fait, entre l'art, le soin, l'éducation... on n'a jamais su trop comment classer ce projet. Dans un tiers-lieu, ça m'a permis déjà de valider un peu le projet, de voir qu'il y avait des gens qui s'intéressaient. Donc j'ai commencé dans un makerspace, après en biohackerspace à la Paillasse, en résidence artistique, qui voulait justement mélanger les sciences et l'art. Et la Paillasse, voilà, avec une volonté aussi d'être assez ouvert vers les citoyens. Tout le monde est accepté pour communiquer, pour informer là-dessus et créer du commun. Et c'est aussi dans ces lieux que j'ai rencontré les personnes qui sont dans l'équipe, qui sont l'électronicien, le designer, le compositeur musical. Voilà, et donc je dirais que c'est des lieux géniaux d'ouverture, de pratiques interconnectées entre l'art, la science, voilà, le numérique. Et c'est important, il y a la question aussi, était sur les enseignants. Et il y a deux choses, je pense qu'on est assez immature sur le numérique et les possibilités, et qu'il n'y a que dans ces lieux un petit peu foisonnants et de liberté qu'on peut expérimenter et développer ces concepts. Et il y a besoin de plus de relais, je pense, pour le grand public. Donc nous, on a été soutenus quand même assez tôt par le ministère de l'Éducation nationale, parce qu'il y avait une volonté avec ces nouvelles interfaces d'aller vers de l'inclusion. On a eu beaucoup de chance en fait, de rencontrer des gens qui y croient en nous, des enseignants qui avaient très envie aussi. Mais voilà, il y a cette culture du numérique qui est vraiment importante. Et je pense qu'il faut pouvoir montrer aux gens ce qui est possible avec le numérique, parce que bien souvent, ils ont du mal à se rendre compte de ce qui est possible. On culpabilise tous de passer vachement de temps sur notre téléphone, parce que c'est à la fois un ordinateur, un agenda, un machin. On découvre des choses, on apprend des choses avec des vidéos, et puis on perd du temps aussi, faut bien le dire. Donc on culpabilise un petit peu. Et c'est difficile de se rendre compte que ça peut être vraiment multiple.
Et moi, dans le projet, je discute beaucoup avec des enseignants, avec des orthophonistes, avec des psychomotriciens. Et on voit qu'il y a plein de choses qui se recoupent. Philippe parlait de l'attention. Voilà. Et justement, l'entraînement à l'attention peut être aidé par le numérique. Enfin, on voit qu'on a tous les mêmes problématiques vis-à-vis des enfants à développer. Et voilà, c'est juste montrer les possibles, en fait, permettre aux gens de l'envisager. J'entends dans ce que tu dis, tu parles d'un des aspects importants selon moi et selon nous de la culture numérique, qui est ce côté de collaboration et qui va permettre la créativité. Est-ce que cet aspect-là de collaboration par la culture numérique, c'est quelque chose qui peut être, selon vous, développé dès la petite enfance ? Et si oui, par quels moyens ? Donc voilà, on avait une question dans notre communauté à ce propos. Je vais répondre, mais je voulais juste rebondir un tout petit peu par rapport au sujet de l'art, parce que ce qui me semblait intéressant d'ajouter par rapport à ce que vous avez dit, c'est que moi, ce qui me semble fondamental dans ce que voilà, on parle de l'art comme si c'était acquis, on savait ce que c'était, c'est déjà un petit peu dur à définir, mais ce qui me semblait essentiel, en fait, c'est de faire vivre à des enfants une situation où ils sont pas élèves, ils sont pas consommateurs, ils sont pas usagers, c'est autre chose. Et pour moi, le premier rôle vraiment de l'art, c'est de nous mettre dans une situation où notre rôle n'existe pas, en fait. C'est à nous de le construire. Comment je me sens par rapport à telle œuvre ? Est-ce que je m'implique dedans ? Est-ce que je tourne autour ? Est-ce que je la regarde ? Est-ce que ça me fait penser à des rêves que j'ai faits ? Et c'est vraiment le fait de se questionner soi-même sur son rapport à telle œuvre qui est, à mon avis, une expérience assez unique que seul l'art propose, puisqu'il ne nous donne pas tout de suite ce rôle d'emblée, il ne nous explique pas quel rôle jouer. Donc ça me semble très intéressant. Et effectivement, là où je vois des passerelles assez évidentes avec le numérique, c'est que le numérique nous amène souvent dans une posture d'acteur, en fait. C'est interactif, etc. Et un des enjeux pour moi d'approches qui vont venir un petit peu à la frontière entre l'art et la science, etc., c'est de ne pas tout de suite nous mettre dans un parcours tracé, voilà, j'appuie sur tel bouton, etc. Ce qu'on fait en permanence dans des applications qui ont un objectif opérationnel, fonctionnaliste, etc. Et c'est d'aller chercher le numérique aussi pour aller dans d'autres espaces d'interaction où cette interaction est peut-être plus ouverte, moins définie, moins canalisée. Et là où effectivement, je reviens maintenant sur la question de la collaboration, et ben effectivement, si l'interaction est ouverte, et ben je peux inventer ma façon de l'utiliser, et il y a plusieurs. Donc il ne faut pas surpenser les dispositifs, en fait. Ça, c'est vraiment un des travers du numérique. Et je sais ô combien, puisque je travaille beaucoup sur des interfaces numériques et pas que vocales, on a tendance à vouloir tout penser à l'avance et quelque part tout contrôler, puisque le numérique nous le permet en partie. On peut capter, savoir la personne est passée par tel endroit, donc du coup on va lui proposer telle information, etc. Et je pense qu'il faut laisser plus d'espace aux personnes pour pouvoir choisir elles comment elles veulent utiliser ces outils. Et là, ça peut créer du commun. C'est-à-dire que le commun, c'est pas quelque chose qu'on décide à l'avance, en fait. C'est une histoire. Faut que ça s'écrive, quoi. Il n'y a pas de, j'ai envie de dire, il n'y a pas de commun sans communauté, pour rebondir là-dessus. Oui. Et tu parlais des Fab Labs. Et l'origine des Fab Labs, c'est quand même un professeur au MIT qui se rend compte que, aussi brillants soient-ils, ces étudiants ne savent rien faire. Ne savent rien faire de leurs mains, ne savent pas souder, ne savent pas fabriquer. Donc il y a cette idée que l'intelligence ne siège pas uniquement tout là-haut dans ce grand cerveau de grands primates que nous sommes, mais aussi dans notre corps, dans nos mains. Et il se met à produire l'équivalent d'un MOOC qu'il ouvre à tout le monde, et pour apprendre à tout le monde à savoir se servir de ses mains. Et alors il y a d'autres origines, il y a des origines italiennes, notamment chez des architectes, designers italiens qui au début du XXe reviennent un petit peu à la fabrication manuelle. Mais il y a cette idée que finalement, pour comprendre ce qu'on fait, il faut qu'on y mette les mains. Et les Fab Labs ont été, de ce point de vue, en tout cas en Europe et en particulier en France, j'ai l'impression, moi, un lieu d'innovation autour des questions de pédagogie, un lieu de liberté, comme vous le disiez toutes les deux. Et c'est vrai que l'éducation nationale laisse peu de place à cette liberté, à ces explorations pédagogiques. On a effectivement quelques contre-exemples
avec voilà, des cadres de temps en temps trouvés pour développer le travail d'écriture collective avec l'usage d'un blog ou le fait d'apprendre d'apprendre quelle que soit la matière d'ailleurs en fait, en utilisant l'outil numérique en amont du cours pour faire finalement de la pédagogie inversée. Il y a tout un tas vraiment d'approches très différentes de ces usages. Et ce qui me semble aujourd'hui, c'est que on est à un moment clé où on voit très bien que les Fab Labs, les tiers-lieux éducatifs, on va dire pour englober un peu plus de monde, sont à la pointe de ces explorations et notamment comment ça se constitue en groupe pour aider typiquement à la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'enseignement distancié tout au long de l'année. Hein, c'est parce qu'on va bientôt faire une petite révolution en mars, 17 mars. Donc on aura fait 1 an comme ça déjà de difficultés, on va dire, dans le secteur de l'enseignement, mais pas que, bien sûr. Donc se pose vraiment la question, je pense, pour l'éducation nationale, de faire une place à la fois à ces explorations au sein de ces méthodes d'apprentissage, et plus largement, on parlait aussi de l'intégration des formes artistiques dans l'enseignement. Et je pense, comme tu disais, que le pouvoir de la forme artistique, c'est aussi de pas, déjà, comme tu disais justement, de ne pas donner un rôle prédéfini, un cadre prédéfini à ce qui est proposé. Mais j'ai l'impression aussi de mélanger, c'est-à-dire quand on va par exemple se saisir, pour reprendre mon exemple des musées, un modèle 3D de la victoire de Samothrace, eh bien on pourra à la fois faire un cours d'histoire, un cours de mythologie antique, un cours d'initiation à la 3D, un cours d'impression 3D, et à la fois proposer un exercice d'art plastique où peut-être on va pouvoir reconstruire ce bateau. Donc c'est ça qui me paraît intéressant d'explorer aujourd'hui, c'est-à-dire que à la fois dans les formes collaboratives et de connexion de plusieurs disciplines, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'enseignement aujourd'hui, il est siloté. On fait un cours d'histoire, ensuite on va faire un cours de mathématiques, ensuite on va faire un cours de techno ou que sais-je. Or, ce que nous a appris le numérique, c'est bien que tout est lié, tout est mélangé. Nous sommes biologiquement interconnectés. On fait un coucou du coup à M. Tadei, dont la discipline est la base. Et c'est d'ailleurs un peu le sujet de la punition, c'est-à-dire que la punition est aussi, d'une certaine façon, une métaphore de l'apprentissage machine et de cette énergie qu'on met à vouloir faire en sorte que la machine, par la répétition, acquiert un certain nombre de savoir-faire, que la recette, finalement, ait bon goût à la fin. Or, j'ai perdu ce que je voulais dire, oui, interconnexion. Biologie. Non, j'ai zappé. Je ne sais plus. La punition. Ah, le silo, oui. Le silo, effectivement, il y a dans cette mise en scène de la punition un rapprochement de 2 univers, qui est l'univers de l'éducation et l'univers de l'industrie. Et j'aime bien d'ailleurs remémorer le fait que les salles de classe ressemblent à des usines, en fait. La scénographie, pour reprendre un terme purement artistique, théâtral, est la même. On essaye aujourd'hui et c'est bien normal puisqu'on s'adresse à des groupes, on essaye d'industrialiser l'acquisition des connaissances et des savoir-faire, des savoir-être. C'est pas encore trop ça l'école. Enfin, si, un peu aussi, allez, on va arrêter. Mais il y a cette idée que finalement il faut transmettre à un large groupe, donc il faut des méthodes, on va dire, gardons le terme industriel. Or j'ai l'impression que ce qui se joue dans les nouvelles pédagogies, c'est bien cette inversion de schéma de pensée où on repart finalement de la curiosité personnelle
on repart de l'individu, de la personne, de l'être humain en fait, et de sa curiosité à travers le monde, et du coup de comment il va petit à petit faire des connexions justement entre ce qui l'intéressait au début, cette coquille d'escargot qu'il a retrouvée par terre, et peut-être l'histoire de la géologie du bassin dans lequel il vit. Enfin, c'est vraiment ces chemins, ces histoires de parcours personnels qui, je pense, peuvent aider à remettre les choses comme ça en jeu. Et du coup, je reviens sur cette idée aussi de jouabilité de l'acquisition des connaissances. Comme tu disais bien, on est des animaux, donc on apprend en jouant. Et moi, je crois que c'est vraiment quelque chose sur lequel on devrait mettre le pied sur l'accélérateur, parce qu'en fait, on a tellement de plaisir en fait, à développer les savoirs et les connaissances autour de cet axe-là qui est notre... on est biologiquement né en fait, pour apprendre comme ça. Donc j'aurais tendance à pousser toutes ces explorations-là, quelles qu'elles soient, pour développer un autre numérique de la petite enfance en particulier. Merci beaucoup Philippe. Pour rebondir, on a une question qui est souvent revenue, même tout au long des 5 épisodes du MOOC, en tout cas des 4 premiers qui ont déjà vu notre communauté, qui est quels sont selon vous les principes fondamentaux d'une éducation au numérique pour la petite enfance. Donc on a beaucoup parlé de jeux, et merci pour ça, parce que c'est aussi quelque chose qu'on partage à premier cri. Est-ce qu'il y a, selon vous, d'autres fondamentaux ? Donc on a beaucoup parlé du langage, de l'interaction, donc je vous laisse... en fait, ce ne sera pas notre conclusion, on aura encore une petite dernière question, mais en tout cas, de vous donner un peu chacun quelles sont pour vous ces valeurs, ces principes fondamentaux, si on veut justement éduquer les plus petits au numérique et sortir un petit peu de cette question de l'écran dont on a beaucoup parlé pendant ces 4 épisodes, et dans lequel cet épisode 5, en tout cas, ouvre de nouvelles possibilités, un autre numérique, on l'a appelé. Donc voilà. Je peux commencer si vous voulez. Moi, je dirais que peut-être le plus important, c'est de montrer, enfin, ça recoupe un petit peu ce que tout le monde dit aussi, c'est de montrer à l'enfant qu'il est acteur, qu'il peut être acteur dans le monde. Et finalement, il n'y a pas de différence entre le numérique et le reste du monde. Voilà, lui montrer qu'il y a des choses et l'aider à comprendre comment elles sont faites, comment ça marche, pour que lui puisse s'imaginer, s'en saisir et créer d'autres choses avec. J'essaie de réfléchir en particulier vraiment effectivement à la petite enfance. Hein. C'est quand même une période où on apprend beaucoup avec son corps, peut-être effectivement pas encore tout à fait avec un langage très construit, etc., ce qui n'empêche pas d'expliquer. Mais je pense qu'effectivement c'est intéressant d'aller chercher le numérique là où le corps est impliqué. Et peut-être de faire vivre des expériences avec, sans, qu'est-ce que ça change, de questionner en fait, voilà, c'est souvent ça, hein, c'est d'inviter à se questionner, qu'est-ce que c'est ça, comment ça marche, t'entends, ça fait du son, est-ce que c'est un son que tu as déjà entendu, on dirait tel instrument de musique, mais est-ce qu'il est vraiment dedans le piano, enfin, c'est ça en fait, c'est emmener dans cette pensée-là. Et après, effectivement, il faut adapter ça à l'âge de l'enfant. Mais pour moi, ça reste, c'est pareil que de regarder des coquillages sur une plage en se demandant mais d'où viennent-ils, quoi. ou de découvrir que dans les marches d'escalier de son école qui sont en calcaire, il y a des traces de coquillages. Mais d'où viennent-ils? C'est pareil. Ouais. Non, j'ai une thématique c'est plage. le coquillage qu'il a mis sur la voie du sable. Entre l'escargot, la plage. Merci Muriel. Moi, je dirais que d'abord partir du général, c'est-à-dire que d'abord pour les adultes que nous sommes, il y a cette idée que nous manquons cruellement de culture technique. On a depuis toujours
séparer la culture technique de la culture générale en disant la culture technique, ce n'est pas de la culture générale, ce n'est pas... Il y a eu comme ça un snobisme, j'ai envie de dire, particulièrement en France, de la question technique, de la question manuelle. Et on le voit bien comment notamment les populations, tous les fils d'immigrés dont je fais partie ont été globalement orientés dans le système scolaire, à savoir si je ne suis pas particulièrement en maths, on va très tôt m'orienter vers des filières techniques en voie garage, dans une voie garage, comme on disait. Donc il y a cette idée que la technique est une sous-culture, alors qu'en fait, on le voit bien aujourd'hui, nos sociétés se technicisent à un point jamais atteint, donc d'où l'importance de connaître le fonctionnement du moteur, de l'engrenage, de tout ça. Et pour redescendre à la question de la petite enfance, j'ai l'impression que le numérique va être de plus en plus un formidable outil d'augmentation de nos capacités de perception. Il y a cette idée que nous sommes limités, nous avons nous-mêmes certains sens et que ces sens sont limités aussi par nos capacités cérébrales, biologiques, notre membrane humaine, notre corps aussi, et que le numérique va apporter ce côté magique, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire va nous permettre d'augmenter notre capacité à voir, notre capacité à entendre, à comprendre. Et pour moi, c'est dans ces augmentations de nos sens qu'on va trouver des réponses à ces usages du numérique, en tout cas pour la petite enfance. J'avais moi une dernière question, peut-être que Marion en aura une après. Voilà, une des choses importantes chez Premier Cri, à l'image de Marion et moi et à l'image de ce qu'on a fait dans ce MOOC, c'est de faire ce lien entre science et design ou science et art. Et plusieurs fois, le mot science est apparu dans vos discours. Comment est-ce que vous pensez que le numérique peut être un des moyens de créer du commun entre science et art, et comment vous l'adaptez dans vos pratiques artistiques ou de design Voilà, merci. Moi, ce que j'ai envie de répondre spontanément, c'est que si on prend la science comme un réservoir de connaissances, oui, effectivement, l'art s'intéresse à tout, donc ces connaissances peuvent permettre de tisser des liens avec des récits ancestraux, de comprendre un état d'esprit, d'inspirer des idées. Mais après, c'est vrai que ce qui m'en est intéressant aussi entre art et science, c'est la friction, c'est-à-dire que la science, elle va chercher à mettre en place des protocoles d'observation très précis, très cadrés, pour arriver à voir si une hypothèse est vraie ou fausse. Alors que l'art, il ne joue pas du tout ces règles du jeu-là. Et à mon avis, c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est qu'à partir du moment où l'art vient un petit peu casser ces règles du jeu pour proposer un autre regard, il va révéler l'existence de nos dispositifs d'observation. La science, elle repose sur des dispositifs d'observation, le microscope, la boîte de pétri même, ça isole, enfin voilà, il y a plein de, je pourrais en lister plein. Et à mon avis, c'est ce déplacement du regard qui fait que la rencontre entre science et art est vraiment souhaitable et permet de faire des expériences qui font qu'on va peut-être comprendre sans savoir, en fait. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que il ne s'agit pas de devenir des encyclopédies ou de tout savoir, pas du tout. Il s'agit de créer des situations qui nous permettent de comprendre intimement. Et je pense que l'art peut trouver d'autres chemins que les raisonnements de la science. Et en même temps, la science ouvre des espaces de découverte que peut-être l'art n'avait pas réussi à nommer. Enfin, voilà, et à mon avis, c'est ces deux registres d'expression qui font que c'est très complémentaire, en fait. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, en fait, mais... Oui, alors, pour moi, c'est lié. En fait, je pense que comme je disais, les chercheurs, les artistes, pour moi, c'est des gens qui creusent à partir d'une intuition. Donc, pour moi, l'art, la nature, en fait, inspire l'humain et l'amène devant quelque chose, une œuvre ou un arbre, avec une émotion de se dire, mais tiens, c'est intéressant. Enfin, je pense qu'il n'y a pas... Il y a une émotion à la base de tout, de se dire, mais tiens, ça m'interpelle, pourquoi est-ce que je vais y aller? Je vais commencer à réfléchir à ça, à poser des questions. Et en fait, on voit que la science, c'est pareil,
à haut niveau, à chaque fois, ça devient philosophique. Le calcul, ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est que le numérique permet d'augmenter les sens. Dans l'espace, on y va déjà par la théorie et par le calcul. Ça nous emmène là où notre corps ne peut pas aller. Et là, c'est même pas par l'art, c'est déjà la science. Donc je trouve que c'est vraiment complètement commun. Effectivement, après, la différence, ça va être sur l'art qui va... Dans la science, il y a quelque chose qui est assez embêtant, en fait, pour les artistes, c'est de sortir de l'intuition pour prouver quelque chose. Et pour prouver quelque chose, il faut isoler en toute petite partie et tester chaque hypothèse. C'est assez pénible pour les artistes, mais c'est vraiment très intéressant puisque ça soulève en même temps d'autres questions à nouveau. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'enrichit. Donc, et aussi, comme il y a cette séparation un petit peu du corps-esprit, de l'intellect, de la pratique et de la technique, je trouve que c'est un peu ces mêmes concepts qui ont abouti à ces choses-là, c'est important de les rassembler toutes les deux, de rassembler l'art qui est considéré comme quelque chose lié aux émotions et pas forcément à l'intelligence, à la vision, avec la science qui est censée être très dure. On ne peut pas dire, on peut pas nier la science. On a un résultat, il est prouvé, c'est comme ça. Et montrer des choses qui viennent de l'artistique, qui proviennent de l'intuition par la science, je pense que ça va permettre de rééquilibrer un petit peu la position des deux dans la société. Et tout ça au service de l'humain, parce que c'est toujours l'objectif que les sociétés progressent, quoi. Oui. J'allais dire, tu peux répéter la question, parce que c'est tellement une grande question, les relations entre l'art et la science. Moi, j'ai pas mal collaboré avec des astronomes, des roboticiens, des gens qui travaillent la donnée, dans tout un tas de projets. Et je suis par ailleurs très intéressé par la biologie en général, puisque je trouve qu'on l'a un peu perdu de vue, alors qu'en fait, le numérique et la culture qui va avec, finalement, est une augmentation de cette interconnexion biologique initiale. Donc je trouve ça toujours intéressant de compléter mes lectures en humanité numérique par un peu de biologie ou de lecture connexe, parce que finalement, en tout cas dans ma pratique à moi, j'y retrouve mes questions. Et au-delà des questions, j'ai l'impression que la recherche artistique et la recherche scientifique, bien que pouvant s'opposer dans l'intention, c'est-à-dire la recherche d'une certaine rationalité, d'une certaine abstraction du réel, d'un côté, et de l'autre côté, un objectif non défini et finalement, ou pas, on peut aussi, en tout cas un cadre qui n'est pas forcément là, comme tu le disais bien, j'aimais bien cette définition. Au-delà de ça, je trouve qu'il y a vraiment un parallèle qu'on peut faire facilement dans cette idée de creuser, comme tu disais, dans cette méthode finalement d'essayer d'enlever des couches et de comprendre ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Et donc dans la méthode, moi j'ai l'impression de faire un travail de recherche constant en fait sur les thèmes qui m'intéressent. Et bien entendu, tout comme dans l'éducation, j'ai envie de dire, moi je prône encore une fois l'hybridation, le fait de... Là par exemple, je suis en train de préparer un projet d'exploration du cerveau en faisant de la comparaison avec de l'astrophysique. Donc je trouve que c'était né d'une intuition personnelle et que plus le projet avance, plus je trouve des bases scientifiques aussi. Donc c'est intéressant finalement de tour à tour partir finalement dans l'exploration des sens et en même temps, de temps en temps, trouver un appui rationnel ou en tout cas le peu qu'on puisse trouver pour aussi quelque part relier une recherche, on va dire, qui peut être tout à fait philosophique, mais aussi qui va se lier concrètement de recherche fondamentale en astrophysique d'aujourd'hui ou en neurosciences, puisqu'on est aussi dans une période intéressante où on commence à envoyer des bateaux comme ça sur les mers de notre cerveau et comprendre et mapper cette carte-là. Donc
Ça, pour moi, je trouve ça ouvre des imaginaires assez formidables et des nouvelles histoires, de nouvelles conquêtes. Et forcément, on a envie de mettre des scientifiques et des artistes sur le bateau. Et c'est super intéressant parce que ça rebondit aussi avec une autre question qu'on avait reçue, qui était pourquoi avez-vous appelé cet épisode magique, ludique, cosmique? Et j'ai l'impression qu'on en a un peu fait le tour dans cette conversation. Donc on pensait à magique parce que c'est souvent la première interprétation qu'on a du numérique, mais waouh, c'est un magique en fait. Et en plus on vient après l'explorer par justement cette question du jeu qui est très présente aussi. Donc ça devient ludique et finalement on en revient à des questions plus fondamentales ou plus du très grand et du tout petit qui était cosmique. Du coup, c'était le titre. Si je peux compléter sur ces aspects un peu métaphysiques, pour moi, il y a dans cette interconnexion globale qui est un peu l'utopie originelle aussi du web, en tout cas quand il est rentré dans le monde de la société civile, il y avait cette idée d'accès, de grandes bibliothèques, d'ouverture en fait, et qui pour moi rejoint à la racine vraiment la fonction qu'a la religion, ou qu'a eu la religion, ou en tout cas les cosmogonies mémantiques des aborigènes. Ils ont cette fonction finalement de nous relier tous à une même histoire commune, au fait d'appartenir quelque part à un même corps social. Et ce que je trouve de truculent, en tout cas intellectuellement, c'est que le numérique vient souligner ça d'une manière assez forte. Et quelque part, c'est pas étonnant qu'il bouleverse à ce point notre économie, nos interactions sociales, parce que justement, il est au cœur de ça. Le MOOC, la petite culture numérique, le développement du tout petit à l'ère numérique prend fin. Donc voilà, nous sommes à la fin du 5e épisode. Nous tenions à remercier le Maïf Social Club de nous avoir accueillis aujourd'hui et plus précisément au sein de l'exposition Trop Classe. Nous voulions aussi remercier nos intervenants, Philippe, Zoé et Muriel. Et particulièrement toute la communauté sur France Université Numérique. Nous allons continuer à faire vivre cette communauté au sein de notre groupe Facebook et sur le site de Premier Cri. On tenait avec Marion à vous remercier. Ça a été vraiment une superbe expérience pour nous. On espère que vous aurez appris beaucoup de choses. Et puis on remercie aussi nos mécènes, enfin les personnes sans qui ce MOOC, enfin les institutions sans lesquelles ce MOOC n'aurait pas pu être réalisé. Donc tout d'abord le CRI, qui appartient donc à l'Université de Paris, le Lab Amy et puis France Université Numérique d'avoir accueilli ce MOOC.